Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette visioconférence sur l'accessibilité des formations au public en situation de handicap et les dispositifs proposés par l'AGFIP Occitanie. Vous êtes nombreux aujourd'hui pour cette animation car vous vous sentez concernés par la thématique de la qualité et par vraiment l'idée d'être sur ancré dans votre territoire sur l'Occitanie. Donc vous êtes, pour la grande majorité certifiés, Qualiopi. Certains préparent, leur audit de surveillance. Il peut y avoir aussi, des nouveaux entrants. La visioconférence d'aujourd'hui est à destination de chacun d'entre vous, hein, qu'importe votre, étape, de certification. L'objectif est de vous permettre d'appréhender le contexte réglementaire en matière d'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap et surtout se renseigner sur les dispositifs de compensation de formation mis en place par la GFIP Occitanie. L'enregistrement sera par la suite disponible directement sur la page dédiée de notre site internet, la page référent handicap. Je me présente, Virginie Audin, chargée de mission animation et professionnalisation, notamment sur le volet qualité et handicap. Une minute sur les missions du CARIFORF Occitanie afin que vous puissiez bien identifier comment nos travaux peuvent vous être bénéfiques. En tant que centre d'animation de ressources et d'information sur le champ de la formation professionnelle et de l'emploi en région, nous intervenons en appui des politiques emploi-formation de l'État, de la région, des partenaires sociaux. Nous avons également un observatoire régional qui fournit aux institutionnels une vision des données emploi-formation régionales. Vous verrez que certaines publications et certains outils peuvent vous être très utiles à vous, organismes de formation. Donc en trois mots, observation, information, professionnalisation. Nous sommes aujourd'hui dans la partie professionnalisation. Notre programme touche de nombreux sujets. Je vous invite fortement à le consulter régulièrement. Justement, le sujet de la qualité a été déployé là sur ce début d'année avec un cycle de visioconférences. 4 animations ont déjà eu lieu et sont accessibles sur les pages dédiées. Donc vous avez par exemple Certif Région en janvier, sur la page Certif Région. Vous avez Calliope en février et en mars, mais aussi déjà le sujet du handicap au sein de la certification Calliope. Cette animation du 22 mars est clairement articulée avec celle d'aujourd'hui, hein. Vous avez accès au support et à l'enregistrement sur la page référent handicap. Vous avez accès aux liens cliquables, c'est-à-dire tous les textes soulignés dans la version PDF. Vous ne pouvez pas d'ores et déjà cliquer dessus. Cette version PDF vous sera envoyée par mail rapidement après la visio. Mais vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site cariforfoccitanie.fr. Vous avez une loupe en haut à droite pour explorer, rechercher tout ce dont vous avez besoin. Pour rappel, prochainement, l'animation pilotage de la qualité et certif région permettra d'entrer plus en profondeur dans les outils et bonnes pratiques de management de la qualité. Et cela suite au temps passé en février sur la dynamique qualité en vue de l'audit de surveillance. Des places sont encore disponibles. Il n'est pas nécessaire d'être labellisé ou de viser Certif Région pour participer. Nous parlerons du label évidemment, mais les bonnes pratiques sont pour tous. Et en mai, c'est en mai même qu'on prendra le plus de temps pour parler de Certif Région en épluchant le référentiel et les dernières modifications validées en comité de pilotage hier. Les auditeurs interviendront avec la région. Voilà, maintenant revenons à notre sujet du jour. Alors, je vous indiquais que le CARIF OREF Occitanie avait un observatoire en interne. Clément Santinon, du pôle observatoire, a travaillé sur toutes les informations disponibles sur la thématique du handicap dans le champ emploi-formation. Il n'est malheureusement pas disponible aujourd'hui pour intervenir, donc je vais prendre la main sur ces différentes slides. Donc ici, vous retrouvez directement, quand vous le souhaiterez par la suite, hein, un lien pour aller vers le tableau de bord du PRIT Occitanie. L'idée de cette étude est d'abord de vous dresser le tableau, vous donner des éléments sur le nombre, de personnes en situation de handicap, avec 2 niveaux et le niveau national et le niveau régional. On n'a pas forcément les mêmes données, et les mêmes sources et ressources au niveau national et régional. Mais là, on a un condensé des chiffres. D'accord. Donc, au niveau national, on a 2,7 millions de personnes qui bénéficient d'une reconnaissance administrative du handicap.
d'accord? Et on peut aller jusqu'à 5,6 millions de personnes si on retient une définition du handicap plus élargie, d'accord? C'est une population qui est plus éloignée du marché du travail. Au niveau régional, ce que l'on retrouve, c'est que beh, la région est relativement plus concernée par le handicap avec, 2 départements en particulier. Et le chiffre, le plus parlant, c'est 130 000 allocataires, AAH en fin 2020. Donc ensuite, vous retrouvez des ratios, avec 4,2 des 20-64 ans, et qui représentent la part la plus élevée, hein, de métropole. Donc en extrapolant les résultats nationaux, on aurait 290 000 personnes bénéficiant d'une reconnaissance administrative du handicap en Occitanie, soit 8,5 des 15-64 ans. Si on reprend une définition plus large, ça fait 600 000 personnes. Tous ces chiffres, vous les retrouvez dans le tableau de bord du PRIT, mis à jour en février 2020. Ensuite, on va faire un zoom sur la formation. Bon, c'est quand même le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc en 2020, on a 11 100 entrées en formation de demandeurs d'emploi handicapés. Voilà, là on zoome sur les formations des demandeurs d'emploi en situation de handicap en Occitanie. Vous retrouvez les 4 financeurs principaux avec leurs caractéristiques. Donc la GFI, voilà, essentiellement des formations en mobilisation, préparation. Vous avez Pôle emploi majoritairement sur des aides individuelles à la formation sur l'AIF. La région Occitanie, formation préqualifiante et qualifiante. Et le CPF, hein, qui représente une part importante. Voilà. Hors CPF, on a une baisse généralisée en 2020 en lien avec le contexte de la crise sanitaire. Donc à droite, vous retrouvez des chiffres, hein, pour vous rendre compte un peu des ratios, de la participation des financeurs aux formations, avec cette notion de cofinancement, hein. Je vois que sur le support, l'astérix a sauté. Dans les 1 710 financements Pôle emploi, il y a 273 qui sont cofinancés par la GFIP au titre de l'AIF. C'est-à-dire que la GFIP finance 3 151 plus quelques cofinancements avec Pôle emploi. Voilà, la somme des pourcentages ne fait pas 100 parce qu'il y a quelques financements OPCO en parallèle. Encore une fois, vous retrouvez tous ces documents, tous ces chiffres et plus d'explications directement sur le tableau de bord du prix dont vous avez le lien sur la slide d'avant. On va encore prendre le temps un petit peu sur ce sujet avec l'axe emploi, donc l'insertion professionnelle. D'abord, l'insertion professionnelle suite à un accompagnement, donc un accompagnement plutôt Cap emploi, hein, avec 8 700 contrats signés en 2020 et une sortie vers l'emploi des personnes accompagnées de 45 en 2020. Donc on a une augmentation de 8 points sur un an. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de chiffres et de graphiques qui vous permettent de vous rendre compte sur les différents départements, donc être plus proche de vous, hein, de votre organisme. Donc ça, c'est l'insertion professionnelle suite à un accompagnement. Vous pourrez aller un peu plus précisément dans les pourcentages et les chiffres. Et l'insertion professionnelle suite à une formation. Donc à une formation prescrite par ou à la suite d'un accompagnement Cap emploi ou une formation prescrite par Pôle emploi. Donc pour, l'accompagnement Cap emploi, on a 17 des travailleurs handicapés qui sont en emploi durable en 2020, 6 mois après la formation qualifiante ou professionnalisante. Et pour, l'accompagnement et la formation prescrite par Pôle emploi, on est à 38 des travailleurs handicapés qui sont en emploi en 2020, 6 mois après une formation prescrite par Pôle emploi et 19 en emploi durable. Donc vous retrouvez de nouveau la répartition par département. Voilà pour, le tableau de bord, du PRIT, qui a été mis à jour récemment et j'ai le plaisir de donner la parole à la GFIP, à Patrick Borde, chargé d'études et de développement. C'est à vous. Je remets le son. Vous m'entendez? Voilà, c'est bon, on vous entend. Oui. C'est parti. Euh, oui, Virginie, enlevez vite cette photo, hein. On vous voit en tout Non, petit dans les vignettes. Ah, d'accord, d'accord. Tout d'abord, je voudrais remercier le CARIFOREF et vous, donc Virginie Audin, d'avoir pris l'initiative de cet échange. Et je vous remercie également de partager toutes les données chiffrées que vous avez projetées, au niveau des entrées en formation et de l'insertion professionnelle. Donc en quelques chiffres,
2-3 slides, c'est très éclairant, donc je vous remercie. Une petite phrase pour me présenter. Donc, bon, c'était sur le slide d'avant. Donc, moi, je suis chargé d'études à la GFIP. Je suis référent sur le champ de la formation au niveau de la région Occitanie. Je coordonne le service ressources handicap formation et à ce titre, j'interviens également pour accompagner les organismes de formation et les CFA, avec Nathalie Ball d'ailleurs, les centres de formation qui le souhaitent, dans la mise en œuvre de la démarche de progrès en faveur d'une accessibilité généralisée qu'on propose et dont on va également vous parler. Alors, dans un propos introductif, donc voilà, on démarre là sur ce slide. Donc, je voudrais aborder la notion d'accessibilité dans sa globalité et également la RHF, hein, qui est un service de la GFIP que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, qui est soutenu par tous les partenaires du SPE et qui œuvre en faveur d'une accessibilité généralisée des centres de formation. Donc, ce service sera abordé dans le détail par Nathalie Bail en suivant. Donc, en matière d'accessibilité, il y a un certain nombre d'obligations qui prévalent et c'est bien la loi qui stipule que tout organisme de formation ou centre de formation d'apprentis doit être accessible. Et en la matière, les obligations réglementaires découlent de la loi de 2005 et de son décret d'application de 2006 qui est relatif à l'accessibilité généralisée des ERP, donc les établissements recevant du public dont vous faites partie. Alors l'accessibilité, elle y est décrite, donc je lis ce qui est projeté, donc c'est un ensemble de moyens matériels et humains mis en œuvre pour permettre à tous, et notamment aux personnes en situation de handicap, de bénéficier pleinement d'une action de formation. Donc l'accessibilité, elle va concerner tout type de handicap, qu'il soit moteur, visuel, auditif, mental, psychique ou même cognitif. L'accessibilité va s'appliquer bien sûr à différents éléments et pas seulement à l'accès des locaux. Et cette obligation, elle concerne donc pour les ERP l'offre de services globale. Et donc, elle concerne également les prestations de formation qui sont délivrées par les centres de formation. Or, c'est important à souligner, car parfois, l'accessibilité ou la notion d'accessibilité va être réduite tout simplement à l'accès aux locaux ou l'accessibilité des locaux, ce qui est, or, c'est une notion qui est bien plus globale et bien plus inclusive. Et tout cela, vous savez, doit être matérialisé dans le registre public d'accessibilité, dont l'objectif est d'informer le public sur le degré d'accessibilité des ERP. Vous précisez également dans ce propos introductif que la prise en compte de l'accessibilité, elle revêt différentes formes, différents aspects, et elle peut être d'ordre technique avec les différents matériels ou les adaptations matérielles qu'on peut mettre en œuvre. Elle peut être humaine avec l'intervention d'un tiers. Elle peut être organisationnelle également. Et là, on touche à l'organisation de la formation. On en parlera dans le détail tout à l'heure. Et elle peut être également pédagogique. Et là, on va toucher à l'adaptation des supports. Et très souvent, eh bien, c'est la combinaison de ces adaptations qui seront mises en œuvre et qui va permettre de compenser le handicap en formation et de faire progresser le niveau d'accessibilité. Alors notons également, lorsqu'on parle d'accessibilité d'un centre de formation, cela signifie également que l'environnement humain de formation, c'est-à-dire le groupe de stagiaires ainsi que les équipes pédagogiques, doivent être sensibilisés sur les répercussions du handicap pour une personne en situation de handicap. Alors, le principe d'une accessibilité généralisée telle qu'elle est prônée par la loi et en faveur de laquelle nous proposons l'ensemble de nos aides et services, elle vise bien sûr, donc c'est le deuxième point, le respect du principe d'égalité de traitement vis-à-vis des publics en situation de handicap, et il est établi également par la loi de 2005. Précisons également que c'est la loi de 2018 qui a instauré un processus de certification obligatoire à partir de janvier 2022. Donc Virginie disait en introduction, vous êtes certifié Calliope ou sur le point de l'être. Donc un processus de certification obligatoire pour tous les centres de formation, tous les organismes qui souhaitent bénéficier de fonds publics pour la formation professionnelle. Et on y trouve un certain nombre
d'obligations comme la désignation d'un référent handicap, ou l'instauration d'un système de majoration coût-contrat pour les apprentis en situation de handicap. Je ne vais pas rentrer dans le détail des indicateurs ici. Mais au-delà de ces obligations légales, et afin de vous aider dans vos démarches de mise en accessibilité généralisée, bien, l'AGFIP a développé une offre de services en direction des organismes de formation et des CFA, donc le service RHF, le service ressources handicap formation. Donc là aussi, on va rentrer dans le détail dans un instant, mais voilà, je préfère aussi, on souhaite aussi avoir tenir un propos introductif de sorte que vous puissiez appréhender globalement le service. Alors vous dire que c'est un service qui est national, que nous avons été les premiers à décliner en région Occitanie dès le mois de mai 2018. C'est bien ça, Nathalie? Donc voilà, on a fonctionné en mode expérimental. Donc c'est un service qui aujourd'hui est déployé sur l'ensemble du territoire. Et c'est un service dont la gouvernance est partagée, d'où la présence des logos donc en tête du slide, la région, Pôle emploi, le FIP, l'Indirect et l'Association régionale des missions locales. Alors c'est un service qui s'inscrit dans deux des nombreuses ambitions de notre plan stratégique qui est en cours de renouvellement avec deux volontés. Donc la première volonté, c'est la volonté de mieux sécuriser le parcours de formation des personnes en situation de handicap. Et là, l'objectif, c'est bien sûr d'éviter les ruptures, la fragmentation des parcours, les abandons, ou encore de laisser des besoins spécifiques non couverts avec des personnes qui sont en souffrance alors qu'ils sont dans une période d'apprentissage. Et donc tout ceci donc, pour œuvrer en faveur d'une accessibilité généralisée. La deuxième volonté, c'est eh bien, le désir de vouloir mieux compenser le handicap en formation et donc d'accompagner les organismes de formation et les CFA non seulement sur les situations individuelles, mais également sur le champ de l'accessibilité, et tout ceci dans une logique d'inclusion en formation. Et avec ce service, donc il s'agit vraiment d'anticiper les incidences du handicap le plus en amont possible d'une entrée en formation. Donc ça, c'est un point très important. Il s'agit également d'accompagner les centres de formation à répondre à leurs obligations d'accessibilité. Je viens de le dire, notamment en lien avec les aspects réglementaires. Et puis, il s'agit également d'aider les conseillers emploi, mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, à anticiper les besoins avant l'entrée en formation, c'est-à-dire de se poser la question des adaptations qui seraient nécessaires en raison du handicap, et au final, pour favoriser un parcours de formation qui soit sans couture, comme on dit, pour les personnes en situation de handicap. Alors, le service ressources handicap formation, RHF, propose trois volets d'intervention qui sont précisés sur le slide. Donc, il y a un volet qui est relatif à l'accessibilité, donc développer une accessibilité généralisée auprès des organismes de formation. Un deuxième volet relatif à la professionnalisation des acteurs. Un troisième volet relatif à la compensation des situations individuelles à formation. Donc ça, c'est l'analyse des besoins individuels et aider à trouver des solutions de compensation. Alors, vous dire également que le service RHF n'est pas un service hors sol, mais bien un service qui s'ancre dans son territoire et qui interagit au sein de son écosystème, donc avec l'ensemble des partenaires, les prescripteurs, les centres de formation, les prestataires d'appui spécifiques, etc. Et qui est en lien également avec la mobilisation des différentes aides existantes, donc les aides de droit commun, mais les autres services et les aides de la GFIP également. Et là, je pense à la plateforme de prêt de matériel, qui est un service gratuit et réactif de prêt de matériel, ou encore le kit accessibilité, qui est un outil méthodologique qui est proposé pour rendre l'accessibilité opérationnelle au sein des centres de formation et qui permet également d'évaluer son propre niveau d'accessibilité. Donc, la RHF,
donc en conclusion, hein, sur ce dernier point, donc c'est un service qui est facilitateur, qui se veut facilitateur, qui doit permettre d'accompagner les acteurs euh, de la formation, d'une part pour compenser le handicap en formation, donc aider à compenser le handicap, et sur un deuxième point, aider à développer une politique d'accessibilité généralisée. Mais la RHF, et donc ce sera mon dernier mot, elle ne se substitue pas dans le principe aux acteurs et aux centres de formation qui doivent rester moteurs de la démarche et proactifs dans le cadre d'une démarche qui se veut inclusive, aussi bien sur les situations individuelles que lorsqu'on va évoquer l'accessibilité d'un point de vue plus général. Donc voilà ce propos introductif et je cède bien volontiers la parole à Nathalie Bail. Oui, tout à fait et on a peut-être juste une question, avant qui pourrait, qui a par rapport à la plateforme de prêt de matériel, est-ce qu'il serait possible d'en dire un petit peu plus ou peut-être un Alors la plateforme de prêt de matériel, donc elle permet très rapidement et sur un délai qui va jusqu'à 3 mois, de pouvoir bénéficier de la mise à disposition de matériel. Donc ça concerne tout type de handicap et donc cette mise à disposition du matériel passe donc par les prestataires PASS, donc qui gèrent le prêt de matériel pour le compte de l'AGFIP. Donc c'est un service de l'AGFIP qui a été mis en place, voilà, et qui permet d'être réactif par rapport au délai qu'il pouvait y avoir précédemment lorsqu'on recevait un dossier ou une demande de financement. merci beaucoup. Et bien voilà, le plaisir également de donner la main à Nathalie Bail pour la suite. Voilà, tu peux Ouais. partager, Je Nathalie. partage mon écran. Voilà, on reprend la main. Donc, vous avez commencé à poser vos questions sur le chat. Je les relayerai auprès de Nathalie au fur et à mesure, du déroulé, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on va voir directement avec elle, même si le sujet a été, déjà bien introduit par la GFIP. C'est bon, on voit l'écran. Allez, c'est parti. C'est OK, on voit l'écran? On voit très bien. D'accord, parfait. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, une intervention, en effet. Donc, moi, je commence à me présenter. Donc, je connais peut-être certains d'entre vous. Donc, je suis Nathalie Bail, je suis consultante et donc mandatée par l'AGFIP Occitanie pour intervenir dans le cadre du service RHF dont Patrick Borde vient de vous présenter dans son propos introductif les éléments clés en fait et saillants de ce dispositif et de ce service mis en place sur la région. Alors, aujourd'hui, bon, pour vous présenter un peu le sommaire, en fait, les points sur lesquels on pourrait échanger ensemble, revenir peut-être, même si Patrick l'a abordé quand même là pas mal dans son propos introductif, mais recentrer peut-être un petit peu la notion d'accessibilité et de compensation, chose qui, on va le voir, sont deux notions qui se distinguent mais qui sont complémentaires. Donc on va revenir sur ces deux notions-là. Les obligations réglementaires, là aussi Patrick a abordé les choses, mais on va le repréciser peut-être un petit peu. Et après, dans une deuxième partie, enfin le troisième point, on abordera donc le dispositif et le service RHF qui est proposé sur la GFIP Occitanie. Donc avec Patrick Borde, on reverra l'ensemble des éléments qui constituent en fait ce service RHF. Alors sur le premier point, sur les notions d'accessibilité, peut-être une petite introduction, parce que c'est toujours bien en fait quand on parle de handicap. Là, on a vu tout à l'heure, on peut parler de personnes handicapées, de personnes en situation de handicap, et ça vaut toujours un peu le coup d'avoir une bonne notion, une bonne définition du handicap. Donc j'aime bien le rappeler en fait sur les propos en fait quand on intervient voilà sur des présentations. Au départ, ça peut être l'origine peut être soit une maladie, un accident, une maladie professionnelle, un accident du travail ou une maladie ou un accident de la vie, ou alors un handicap de naissance, en fait, une situation de naissance. Bon, en sachant que quand même, la majorité des situations de handicap sont acquises au cours de la vie. 85% en fait des personnes qui sont en situation de handicap n'étaient pas en situation de handicap de naissance en fait, mais l'ont acquis au cours de leur vie. Donc ça c'est important aussi à appréhender. Quand on est dans la définition du handicap, il y a plusieurs niveaux en fait qui sont à prendre en compte. Un premier niveau, au départ, il y a une lésion en fait, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, bon, une lésion au niveau de l'organisme. Et cette lésion,
va entraîner ce qu'on appelle une déficience, en fait. Et cette déficience peut engendrer, donc quand on est au niveau de la déficience, on est au niveau encore médical, en fait. Et cette déficience va engendrer des incapacités ou une incapacité, c'est-à-dire des difficultés, en fait, pour la personne à réaliser certaines activités dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Donc, du fait de la présence de la déficience, ça va engendrer ces incapacités ou ces difficultés à réaliser certaines activités. Et on va rentrer dans le champ du handicap quand on fait intervenir aussi des facteurs environnementaux et qu'en fonction des facteurs environnementaux, eh ben l'environnement va avoir soit un impact qui va être modérateur ou au contraire aggraver les incapacités de la personne. Et c'est là qu'on parlera de situation de handicap. Donc on voit le rôle primordial, et je trouve que c'est très important de toujours avoir cette notion en tête de la prégnance en fait de l'environnement dans la notion même de handicap. Le handicap, c'est un handicap de situation, et donc il y a une dimension environnementale dans la définition du handicap, définition de l'OMS d'ailleurs, donc, et reprise dans la loi du 11 février 2005. Donc, on est plutôt à parler, et c'est devenu quelque chose de plus, comment dire, de plus prégnant maintenant dans le discours en général. On va plutôt parler de personnes en situation de handicap, en fait. Et c'est plutôt bien. On voit bien toute la différence que si on parle de personnes en situation de handicap par rapport aux personnes handicapées. En gros, personne handicapée, quel que soit le contexte, quel que soit l'environnement dans lequel elle est handicapée en fait. En revanche, si on a cette dimension avec la prise en compte de l'environnement, on se rend compte que si on aménage l'environnement, et particulièrement l'environnement de formation, là, pour ce qui nous intéresse nous là aujourd'hui, on va venir minorer les difficultés potentielles de la personne en formation et donc minorer les effets de sa déficience en fait et les répercussions de sa déficience. Alors j'ai ajouté une petite image là, hein. C'est un stagiaire quand on avait fait la formation référent handicap, il m'avait fait un joli cadeau en m'envoyant sa fiche d'évaluation en fait. Et, il nous avait envoyé cette affiche qui, je crois, parle bien, et ça m'avait fait plaisir parce que je pense ça montrait qu'il avait vraiment assimilé cette définition environnementale du handicap en prenant cette image. Quand une fleur ne fleurit pas, on corrige l'environnement dans lequel elle pousse, pas la fleur. Et alors, on est dans la même situation. Voilà, pour que ça permette aux personnes de s'intégrer, en fait, eh bien, on va s'intéresser à l'environnement et agir sur l'environnement pour permettre aux personnes en situation de handicap de ne être moins confrontées à leur situation de handicap. Voilà. Je trouve que c'est assez joli. Enfin, j'aime bien, j'ai beaucoup apprécié cette image. Voilà. Donc voilà, sur la notion de handicap, je trouve que c'est toujours intéressant quand même d'avoir cette bonne définition en tête. Voilà, après ça, ce propos un peu introductif, là, à mon tour, maintenant, pour venir aux deux notions d'accessibilité et de compensation, c'est important de savoir qu'elles sont complémentaires, mais qu'elles se distinguent quand même. Quand on est sur l'aspect, sur la notion d'accessibilité, on est sur ce que j'ai mis dans le titre, en fait, une réponse générale. C'est-à-dire quand on tient compte du contexte, et quand on est sur la notion d'accessibilité, on va prendre en compte la société dans son ensemble, en fait. En revanche, quand on est sur le versant compensation, on va être davantage centré sur un contexte déterminé. Par exemple, l'organisme de formation ou l'entreprise, en fait. On est sur un contexte spécifique quand on est sur l'aspect compensation. Vis-à-vis des... Si on regarde au niveau des publics cibles, quand on est sur les publics cibles, sous le versant accessibilité, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, l'accessibilité, ça va concerner toutes les personnes en situation de handicap. PSH, bon, personnes en situation de handicap, et quel que soit le handicap. Donc l'accessibilité, c'est l'accès à tout pour tous, en fait, et pour tout type de handicap. Quand on est sur le versant compensation, on va plus être à analyser la situation d'une personne en particulier, en fait. Donc une personne en situation de handicap en particulier, avec ses spécificités. Si on le regarde sous l'angle de qui est concerné, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, qui est concerné par l'accessibilité, tous les ERP, en effet tous les établissements qui reçoivent du public. Si on est sous l'angle de la compensation, on va vraiment se centrer sur la structure particulière qui accueille cette personne, par exemple, en formation ou en emploi ou en stage en fait. Voilà, donc la compensation, pour l'imager un peu, l'accessibilité, on est vraiment sur une réponse générale, accès à tout pour tous, en effet, mais même si on rend au maximum l'environnement accessible,
en général, il peut y avoir au sein de l'organisme de formation, pour une personne en particulier, des besoins résiduels encore en termes d'adaptation. Et c'est là qu'on sera sur cette notion de compensation, c'est-à-dire qu'on sera sur une approche de compensation individuelle en fait. Donc c'est pour ça que ces deux notions, elles sont très imbriquées en fait. C'est bien de les distinguer, mais elles sont très imbriquées parce que on comprend bien que plus on va développer l'accessibilité, moins on va avoir besoin de travailler sur la compensation. À l'inverse, si on a moins développé l'accessibilité, on va avoir des besoins en compensation individuelle beaucoup plus importants. Voilà. Donc, pour vous dire que l'accompagnement, le dispositif de la GFIP, on va vous présenter tout à l'heure avec Patrick, on va intervenir en fait sur ces deux volets-là en fait. Aussi bien des accompagnements pour permettre de permettre la compensation des situations individuelles de handicap, mais aussi des actions qui vous sont proposées, des accompagnements qui sont proposés aux organismes de formation et aux CFA de la région pour le développement de l'accessibilité. L'idée étant que plus on va développer l'accessibilité, moins on aura besoin d'agir sur les situations individuelles. Voilà un peu sur ces éléments d'accessibilité et compensation et ces réponses imbriquées. Donc, comme l'a dit Patrick aussi, il y a des obligations réglementaires, en effet, qu'il est important de se rappeler. Bon, il y a des démarches qualité qui nous rappellent aussi ces obligations. Là, Virginie va en reparler tout à l'heure, mais on a aussi la loi du 11 février 2005, fondamentale hein, par rapport au handicap, avec un décret d'application qui est sorti juste après la loi, donc le 17 mai 2006. Comme le disait Patrick, il est relatif, donc celui-là, à l'accessibilité généralisée des établissements recevant du public. Et il précise bien que l'accessibilité concerne en effet tous les types de handicap, que ce soit un handicap moteur, visuel, auditif, mental, psychique, cognitif. Et également, oui, c'est l'accessibilité, j'allais dire, aux locaux, aux lieux, en fait, mais donc c'est bien précisé dans le cadre du décret, avec les circulations, les locaux intérieurs, etc. Mais également, et ça c'est vrai, comme le disait Patrick, c'est souvent un peu oublié, on pense à l'accessibilité, souvent on pense à l'accessibilité des locaux, mais c'est aussi l'accessibilité des prestations qui sont délivrées et des services qui sont délivrés au sein de ces locaux. Et en particulier pour les ERP que sont les centres de formation, parce que vous êtes des centres de formation qui accueillent du public, donc vous êtes des ERP, il est important aussi que les prestations de formation, l'offre de formation, soit aussi accessible au public en situation de handicap. C'est important que les lieux le soient, mais pas que. Voilà, et tout ça, ça s'est matérialisé en effet dans le cadre du registre public d'accessibilité, registre qui devrait être, enfin que tout organisme de formation, enfin tout ERP devrait posséder et mettre à disposition des publics qui sont accueillis dans les ERP, dans l'ERP. Alors, Patrick l'a dit également dans son propos introductif, donc je vais assez vite quand même. On a différentes modalités, en effet, quand on parle d'accessibilité et de compensation, en particulier des organismes de formation, différentes formes d'accessibilité et de compensation. On a des adaptations qui vont relever davantage du domaine technique, en effet. Donc là, c'est tout un tas d'aides qui peuvent être mises en place, comme des sièges ergonomiques, des tables réglables en hauteur, des claviers ou des souris ergonomiques, des logiciels de reconnaissance vocale, des boucles magnétiques, enfin, tout un type de matériel qui peuvent être d'ailleurs, en effet, comme la Patrick l'a dit tout à l'heure également, on en a une liste un petit peu dans le kit minimum d'accessibilité, donc qui est à disposition des organismes de formation. Donc là, c'est ce qu'on appelle donc les adaptations techniques. Autre forme d'adaptation, c'est les adaptations humaines. Là, c'est quand on a l'intervention d'un tiers, en fait, qui va venir aider la personne pour certains gestes, en fait, hein, dans le cadre de la formation. Par exemple, un preneur de notes, en fait, qui va pouvoir être présent parce que la personne a des difficultés pour la prise de notes. Ou quand c'est pour une personne sourde, un interprète en langue des signes, par exemple, hein, ou un interface de communication qui va être présent. Ou ça peut être aussi, et on n'y pense pas assez, enfin, je le dis parce que je le pense vraiment, aussi le soutien pédagogique aussi qui peut être proposé au sein des organismes de formation par des formateurs
Et il est des fois, ça fait partie des adaptations des fois dont on a besoin pour les publics en situation de handicap, particulièrement les personnes qui ont des troubles cognitifs, qui ont des difficultés des fois à se concentrer, à assimiler les choses sur l'ensemble d'une journée de formation. Eh ben, c'est une belle adaptation que de pouvoir lui proposer un temps, 1 heure hebdomadaire pour peut-être revoir un petit peu les choses qui ont été vues sur la semaine, pour voir des choses qui ont été incomprises ou autres. Ça, c'est pour moi aussi de l'adaptation humaine, en fait, pour une personne en situation de handicap. Donc, technique, humaine, alors souvent on y pense beaucoup à ces deux types d'adaptations. En revanche, il ne faut pas négliger aussi les adaptations organisationnelles, qui sont vraiment aussi des réponses à apporter pour aménager la formation. Alors là, c'est les adaptations en termes de durée, en termes de rythme, en termes d'alternance aussi présentielle, distancielle. On a été amené à le faire de plus en plus là. Alors certes, dans un contexte un peu contraint avec la crise sanitaire, mais on a pu se rendre compte que ça peut être un outil aussi au bénéfice des personnes en situation de handicap, pour lesquelles bien souvent elles peuvent éprouver une grande fatigabilité en fait, quel que soit le type de handicap. Parce qu'on va essayer de compenser la situation, mais quand même, il y a quelque chose qui reste transversal pour tous les types de handicap, c'est une grande fatigabilité. Et des fois, de limiter les temps de déplacement sur certains jours de la semaine, en proposant une partie à distance, ça peut être une adaptation possible pour une personne en situation de handicap. Voilà, donc au niveau organisationnel, ça peut être des pauses aussi, des pauses supplémentaires qu'on peut faire. Voilà, ça c'est des adaptations relevant du champ organisationnel. Et enfin, quatrième forme en fait d'adaptation possible, c'est les adaptations pédagogiques. Et là, on est au cœur en fait pour les organismes de formation, pouvoir proposer des supports adaptés, par exemple. Alors, il y a des règles sur lesquelles on peut s'inspirer pour savoir présenter ces documents en fait et ces supports. C'est les règles FALC. La méthode FALC, c'est la méthode facile à lire et à comprendre. Donc ça nous donne un petit peu des règles en termes de présentation, en termes de type de police à utiliser, la taille des polices, la grandeur des interlignes, bon, plein de choses. Bien sûr, des phrases courtes, simples, pour des mots complexes, des petites définitions rappelées. Voilà, il y a des règles, il y a des outils. C'est un outil, en fait, qui peut nous aider à adapter donc, les supports de formation. Donc ça, c'est des adaptations pédagogiques. Si ces supports sont numérisés, ça permet aussi, pour des personnes ayant une déficience visuelle, par exemple, avec des logiciels, de pouvoir faire du grossissement de caractères, comme elle en a besoin par rapport à sa déficience, par exemple. Et il y a quelque chose aussi qui relève beaucoup de l'adaptation, c'est par exemple de pouvoir transmettre les supports en amont, par exemple. Et ça, vous voyez, c'est pour moi, ça fait partie de l'accessibilité et de la compensation. Pour une personne, ça peut lui rendre un grand service si on lui fournit les supports en amont des séances de formation. Pourquoi? Parce que ça va limiter sa prise de notes. Et comme on l'a dit souvent, grande fatigabilité, ça va minorer la fatigabilité. Et ça va permettre, et si on prend l'exemple d'une personne sourde, par exemple, et s'il y a la présence d'un interprète en langue des signes, cette personne va avoir des difficultés à la fois voir l'interprète et en même temps prendre des notes en même temps, en fait. Donc, voilà, ça peut être des choses, ça, qui peuvent être proposées en termes d'adaptation pédagogique. Bon, c'est des exemples qui sont donnés, et bien sûr, il y en a d'autres, alterner les modalités pédagogiques également. Voilà, et c'est un peu comme l'a dit Patrick, moi je le défends beaucoup ça, qu'on est à définir des plans de compensation, et en fait c'est l'articulation de ces différents types d'adaptation qui va permettre bien souvent de bien répondre à une situation pour une personne en situation de handicap. C'est pas parce qu'on est un handicap moteur ou physique et que simplement on adapte le poste sur un plan technique que ça va suffire. Peut-être que la personne, si on lui fournit des supports en amont, ça va être aussi aidant pour elle et éviter une trop grande fatigabilité. Donc c'est vraiment l'articulation de ces 4 angles de vue. Il faut avoir une paire de lunettes un peu à 4 angles de vue en fait. Et comme l'a dit Patrick aussi, l'importance de l'environnement, parce que quand on parle de situation de handicap avec la prise en compte de l'environnement, certes, on pense à tout l'environnement, l'environnement des locaux, l'environnement pédagogique, etc. Mais il y a aussi tout l'environnement humain, en effet, qui compte aussi beaucoup. Et donc, il est très important, environnement humain au sens large. C'est à la fois les équipes pédagogiques, mais également les stagiaires ou les apprentis, le groupe de stagiaires ou d'apprentis, et également l'équipe de travail s'il y a des stages en entreprise ou un contrat en apprentissage, et pour que les personnes puissent être informées, sensibilisées. Alors non pas sur le handicap, la déficience de la personne,
mais plutôt les répercussions possibles de cette déficience et de la nécessité de mettre en place des adaptations. Voilà, il faut que l'environnement humain qui entoure la personne puisse comprendre les raisons du pourquoi il va y avoir besoin de cette adaptation. Et ça fait partie aussi des adaptations à mettre en place en sensibilisant l'environnement de la personne. Voilà, donc ça, c'est les différentes formes d'accessibilité et de compensation à retenir. Alors, un autre décret, bon, on rappelle les obligations réglementaires, hein. Notre décret qui découle aussi de la loi du 11 février 2005, et là qui est relatif, là, autant l'autre décret était pour les ensembles des ERP, là c'est un décret qui est vraiment relatif à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap, et c'est inscrit dans le Code du travail, hein. Donc c'est les obligations que je vais vous évoquer ici, elles sont inscrites dans le Code du travail. Donc des axes d'intervention, bon, il est bien mentionné que les organismes de formation individuelle ou collective. Alors collective, c'est quand il y a un groupe de personnes qui auraient des besoins similaires, par exemple, mais on est bien sur des adaptations individuelles. Proposer un accueil, ça aussi c'est bien précisé, et des fois c'est pas toujours facile à mettre en place, mais là on est vraiment dans les adaptations organisationnelles. Proposer un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de formation, voilà, ça peut être souvent utile pour des personnes en situation de handicap de réduire par exemple la durée hebdomadaire en fait de formation. Rendre accessibles les supports de cours ou le matériel pédagogique, vous voyez, c'est inscrit aussi dans le Code du travail, et se baser bien sûr sur les formations fournies par la personne en situation de handicap, et bien sûr les compléter par les autres personnes, par exemple les prescripteurs quand il y a des prescripteurs de formation. Et ça, c'est un petit peu plus connu, en effet, de pouvoir aussi proposer des aménagements dans le cadre des évaluations au moment des examens finaux, mais aussi tout au long du parcours de formation, lors des contrôles continus. Donc il y a cette obligation aussi d'aménager les conditions d'examen et de contrôle. Voilà, donc bon, on va en venir tout à l'heure au dispositif proposé par la GFIP Occitanie, et on rappelle ses obligations, mais le dispositif, il est là aussi pour accompagner justement les organismes de formation et les CFA à répondre à remplir leurs obligations réglementaires. C'est vraiment dans cette idée d'accompagnement. Voilà, principe, là, qu'on a vu à travers 2 décrets, qui sont repris et réaffirmés dans les référentiels qualité, à la fois le référentiel Calliope et dans le label Certif Région. Et peut-être Virginie va nous dire 2 mots sur enfin 2 mots ou 3 ou 4 sur les certifications. Oui, l'idée ici, c'est de prendre un instant pour vous mettre le lien avec certification Calliope et avec le label Certif Région. Donc on a déjà parlé en fait du lien avec la certification Calliope, et surtout, pour que ce soit plus simple pour vous, je vous invite, si vous n'avez pas participé, à aller voir le replay de l'animation handicap et Calliope, bonne pratique pour répondre aux exigences de la certification. Voilà, comme ça vous avez le sujet du handicap au regard de la certification Calliope, et puis un vivier de propositions de bonnes pratiques, de manières de faire pour vraiment travailler le sujet chez vous, en tant que référent handicap, dans votre organisme, en collectif, etc. Donc, même principe que la visio du jour, disponible sur la page référent handicap. Vous avez le support avec les liens cliquables et un enregistrement. Il y a quelqu'un qui est intervenu pour vraiment creuser le sujet. Aujourd'hui, on est plus sur les dispositifs AGFIP. Voilà, donc ça c'est pour Calliope. Pour le label Certif Région, eh bien en fait le label Certif Région, il y a des indicateurs supplémentaires. Alors il inclut la certification Calliope, mais il va plus loin en fait, il va au-delà du référentiel national qualité sur différents sujets, et notamment sur le handicap. Pourquoi? Parce qu'historiquement, le label Certif Région est porté par la région Occitanie et ses partenaires, dont l'AGFIP Occitanie depuis le début. Donc il y a, voilà, le curseur est poussé un petit peu plus loin, et les moyens aussi pour aller au-delà sont aussi poussés. Et en cela, si vous souhaitez candidater au label Certif Région, avec par exemple un audit complémentaire, une fois que vous avez obtenu Calliope,
Eh bien, il vous sera demandé de manière obligatoire de participer à une formation de 2 jours. Donc voilà, ça on pourra en reparler. Le plus simple pour vous, c'est d'aller vous renseigner sur le label Certif Région pour savoir de quoi on parle globalement, mais aussi de quoi on parle pour le sujet du handicap. 2 moyens pour ça. Premier moyen, le replay de la visio de présentation du label. Donc en plus, elle est bien à jour, elle date de début d'année du 24 janvier. Là, vous allez sur la page Certif Région. Donc, vous avez le lien cliquable là, ou alors vous tapez Certif Région dans le moteur de recherche, même Google, hein, mais notre site internet, la loupe en haut à droite. Et si vraiment, vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous invite à vous inscrire à la prochaine visio du 12 mai, donc jeudi, 12 mai, où là, la région, les auditeurs vont prendre le temps de regarder ces fameux indicateurs supplémentaires et d'expliciter, ce qu'ils veulent dire, d'expliciter les éléments de preuve et cetera et cetera. Donc là, vous pourrez creuser, ce sujet comme les autres, par rapport au label Certif Région. Voilà, donc vraiment 2 niveaux. Le niveau obligatoire, hein, que vous connaissez, au niveau de Calliope et vous avez à disposition, de quoi travailler en interne selon, vos spécificités avec, des propositions de bonnes pratiques et un autre niveau où là, le label, Certif Région, la formation obligatoire, ça, vous avez des éléments sur notre site internet, vous avez le mail pour vous inscrire, vous avez surtout le programme pour regarder de quoi on parle. Vous avez tous les éléments sur notre, sur la page, référent handicap. Super, on va passer à un temps de questions-réponses? Oui, peut-être. Allez, c'est parti. Donc on va avoir 3 sujets différents. Donc le premier sujet et en fait, on va revenir sur les prêts de matériel, mais est-ce que c'est peut-être un petit peu tôt? Est-ce que vous vouliez en reparler, du prêt de matériel, des exemples de matériel, des, comment on a accès à la plateforme, de prêt de matériel? Hem, Nathalie? Patrick, peut-être je vous laisse répondre? Oui, en fait, Alors la là, question, elle est aussi: comment a-t-on accès à la plateforme même si le pass est temporairement fermé? Voilà, peut-être reprendre cette notion de pass, Le parce qu'il y a pass eu est plusieurs fermé? questions. Hmm. Patrick, je vous laisse moi, je suis, répondre. non, je suis surpris là par la question. En fait, euh, donc pour le prêt de matériel, donc on peut s'adresser directement au prestataire PASS. Vous avez aussi la possibilité de contacter la GFIP et votre interlocuteur habituel. Euh, voilà. Ensuite, la gestion effectivement du matériel, comme je le disais tout à l'heure, donc passe par les prestataires PASS. Donc, ils vont gérer le matériel en fonction du type de handicap. Voilà. Super. Ensuite, voilà. Je pense que ce qui était demandé, c'était savoir, où contacter. De même, hein, sur la page référent handicap, vous avez le lien, un lien pour trouver l'adresse mail de la GFIP Occitanie et puis, vous verrez par la suite tout le dispositif, de la GFIP Occitanie, qui, beh, justement vous amène au pass et vous aurez les contacts et vous aurez, des exemples à ce moment-là, on est sur la compensation. Alors, l'autre sujet, c'est sur, le référent handicap. Tout à l'heure, quand on parlait, de professionnaliser les référents handicap, on a une question. Professionnaliser les référents handicap veut dire est-ce que ça veut dire que ce devrait être un poste à temps plein? Nathalie, peut-être? Euh, bah, moi, je dis si, hein, alors, qui peut le plus peut le moins, hein, et en effet, si ça peut devenir, en fait, alors après, ça dépend le volume de public qui est accueilli par le centre de formation, mais la mission de référent, en tout cas, et, impose du temps passé pour réaliser les différentes missions qui sont attendues, et si on veut vraiment pouvoir accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation, oui, ça demande du temps dédié pour les missions de référent. Et il peut, des fois, ça pourrait justifier qu'il peut y avoir un temps plein, en fait, pour cette mission. C'est déjà le cas dans certains centres de formation sur la région Occitanie. Il y a des postes qui sont des postes dédiés référents handicap, avec des volumes importants accueillis. Mais ça, c'est en fonction, voilà, de la taille de votre organisme. En tout cas, c'est pas simplement dire on est référent, derrière, il y a des missions attendues et qui doivent être réalisées, donc derrière du temps dédié. Voilà, comme le disait Nathalie, effectivement, ça dépend de la taille, ça dépend des moyens, mais ça dépend également de l'ambition que va se donner l'organisme de formation. Tout à fait, c'est du sur mesure. Vous indiquez Nathalie, le kit minimum d'accessibilité. Alors, on nous demande un petit peu plus d'informations sur cela?
Oui, peut-être plus c'est un kit qui a pédagogique? été construit. C'est vrai que c'est un kit qui a été construit donc avec les prestataires spécialisés de la GFIP, avec différents volets, et en particulier un volet sur les aides matérielles, où il est défini en fait une liste de matériel. J'allais dire, moi j'ai tendance à dire souvent, c'est le minimum syndical que pourrait avoir un organisme de formation s'il souhaitait s'équiper pour avoir du matériel adapté. Donc c'est une liste de matériel, donc de différentes natures, et qui peut répondre à la majorité des situations de handicap. En fait, c'est comme ça qu'il a été construit, pour que si on s'équipe, on puisse répondre, bon, on pourrait dire, aux trois quarts des situations qu'on pourrait rencontrer, en fait. Voilà, donc c'est pour aider les organismes de formation à savoir quoi acheter s'ils souhaitent pouvoir s'équiper en matériel. Alors après, il y a deux volets. Il y a le volet adaptation technique dont Nathalie vient de parler, mais il y a aussi le volet adaptation organisationnelle, pédagogique et humaine. Donc c'est un outil en fait qui a deux volets et qui donne des indications aux organismes de formation qui ont envie de s'inscrire dans cette démarche, donc à mesurer un petit peu l'écart qu'il peut y avoir entre leur situation actuelle et ce vers quoi ils voudraient tendre dans le cadre d'une accessibilité plus générale. Et où est-ce qu'on peut trouver ce kit? Est-ce qu'il est Alors accessible? ce kit, alors on peut le trouver facilement, mais moi je peux effectivement à l'issue de la visio vous l'adresser et vous pourrez le joindre également avec le support si c'était prévu, de sorte à ce que Superbe. déjà tous les participants puissent l'avoir. Et on peut faire ça avec le kit et également avec la charte dont on dira un mot tout à l'heure, puisque donc, dans le cadre de cette démarche de progrès, effectivement, on propose aussi la signature d'une charte. Donc, c'est deux documents qu'on pourra vous adresser et faire suivre à l'issue de la présentation. Alors, tout le monde est très preneur, très, très preneur. Donc même si vous avez un Voilà. lien, vous pouvez déjà d'ores et déjà le mettre dans le chat et puis oui, envoyez-moi cela, on mettra dans le mail, post-participation. Super, merci beaucoup. Une dernière, question avant d'enchaîner. Heu, Ça concerne le public, voilà. Donc, on a eu une intervention sur sur les publics qui ne seraient pas reconnus comme personnes en situation de handicap, mais qui souffrent de troubles comme, des troubles dyslexiques, dysorthographiques. Il y a déjà eu une remarque dans le chat en disant qu'un dys peut tout à fait être reconnu, comme handicapé. Voilà, c'était pour peut-être reprendre, un petit peu, les choses sur les troubles dys. Mhm. Oui, on est souvent confronté aussi à des personnes qui n'ont pas été jusque-là vers une reconnaissance administrative, c'est comme ça qu'on l'appelle en fait, d'une situation de handicap, et qui pour autant ont des difficultés. Bon, ce qu'on a tendance à dire, si les personnes ont vraiment besoin d'adaptation, aussi bien dans le cadre de leur formation ou même dans le cadre d'un futur emploi, hein, eh ben, ça fait partie du rôle aussi du référent handicap de pouvoir informer sur la démarche de reconnaissance de cette situation de handicap, et cette démarche bon, qui n'est pas, le terme est pas très joli, mais de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu'on peut obtenir auprès des MDPH, en fait, des maisons départementales des personnes handicapées. Et pourquoi ça pourquoi les inciter? Parce que ça, justement, c'est une ouverture de droit. Les reconnaissances administratives du handicap, ça permet une ouverture de droit, donc des droits, et lesquels, par exemple, pouvoir bénéficier des aides et des prestations de la GFIP, par exemple. Et que s'ils n'ont pas été vers cette démarche, ça leur ferme les portes de financement pour obtenir des prestations spécialisées ou des aides spécifiques pour l'acquisition de matériel, par exemple. Donc, j'entends qu'il y a des publics qui, alors, certains vont dire certainement, là je ne vois pas les questions posées, mais oui, mais il y a des personnes qui ne veulent pas aller vers cette reconnaissance, c'est vrai, et bon, et ça se respecte, mais c'est dans les rôles, c'est dans le rôle, il me semble, des référents handicap dans les organismes que de pouvoir informer les personnes de cette possibilité de faire reconnaître leur situation de handicap pour justement cette ouverture de droit. D'ailleurs, quand Tout à on vous fait. parle sur les obligations réglementaires et les adaptations que vous devez mettre en place pour les personnes en situation de handicap, hormis pour l'aménagement des examens, où là, même si la personne n'a pas de reconnaissance administrative, il est nécessaire, elle peut, avec un certificat médical, pouvoir bénéficier d'aménagement des épreuves d'examen.
Pour les adaptations dans le parcours de formation, en revanche, vous seriez presque légitime, vous, organisme de formation, à demander une reconnaissance administrative, parce que les obligations réglementaires de la loi du 11 février 2005, c'est des obligations à destination des publics qui sont reconnus comme étant en situation de handicap. Donc il faut aussi sensibiliser les publics à leur dire que cette démarche, ils ont intérêt à la faire pour que puissiez vous aussi mettre en place les adaptations dont ils ont besoin au regard de leur situation de handicap, me semble-t-il. Oui. Alors on va prendre une dernière question qui est assez longue, mais qui peut peut-être, porter sur cet objectif un peu de moyens dont parlait Nathalie plutôt que de fin, c'est-à-dire, pouvoir aller solliciter, les bons interlocuteurs, mettre en place des choses, pour que cela puisse, se passer au mieux, hein, que la formation soit accessible ou que l'accès soit compensé. Alors, la difficulté est comment évaluer la limite des aménagements? C'est-à-dire, comment s'assurer que la personne, avec les aménagements, puisse avoir le niveau pour valider la certification qui est l'objectif, mais aussi s'insérer sur le marché du travail. Comment faire la part des choses entre les compensations possibles du handicap et le niveau requis pour entrer et suivre la formation. Compenser la situation de handicap, ça ne veut pas dire, enfin je ne sais pas si c'est ça qui est entendu, on ne modifie pas le contenu même de la formation et les objectifs en fait attendus dans le cadre de la formation, hein. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si c'est ça qui est attendu, j'ai peut-être un peu de mal à comprendre la question. Adapter la situation de formation, la personne reste dans les mêmes conditions que les autres en fait, hein, dans le cadre de sa formation. Donc il n'y a pas j'allais, pour le dire un peu rapidement, c'est pas une formation au rabais. C'est-à-dire que même, par exemple, s'il y a une formation où on doit adapter le temps de formation et que le temps de formation doit être sur un mi-temps, il va falloir se donner les moyens que la personne reçoive aussi tous les contenus et même pour les aménagements d'examen, on va donner davantage de temps pour faire l'examen, mais c'est pas pour autant qu'on va supprimer certaines questions qui vont être posées donc, la question enfin, je ne sais pas si je réponds bien, hein, mais la question de la validité en fait de la formation obtenue, ça ne se pose pas en termes de compensation. La compensation, elle fait que on va donner les moyens à la personne de se trouver dans la même situation que les autres, justement, pour pouvoir réaliser les mêmes choses que les autres et ne pas qu'elle ait de frein qui est lié justement aux conditions environnementales qui la mettent en situation de handicap. Vous voyez, c'est là-dessus qu'on va jouer. Mais on ne va pas jouer sur des formations différentes en termes de contenu ou d'objectifs. On attend, il y a les mêmes, et même en termes de prérequis, les prérequis doivent être les mêmes, etc. En fait. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je pense qu'on s'approche, oui, voilà, cette obligation de moyens et non pas de fin, hein. C'est pas parce qu'il y a un aménagement qui va forcément aller jusqu'au bout, c'est plutôt, mettre en place suffisamment pour que, comme vous le dites, hein, il y ait la même chance, en fait, de pouvoir accéder, à la certification. On va pouvoir aller sur la partie, suivante. Et Je juste vois pour qu'il y a une pas, quand question. même, je dis juste qu'on est toujours dans des aménagements qu'on appelle raisonnables, en fait, hein. Oui. Bien sûr, voilà, voilà, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on va retransformer tout pour faire quelque chose de vraiment très spécifique pour la personne. Oui Voilà. et le référent handicap n'est pas un professionnel, du handicap. Non, C'est qu'il tout à a fait. connaissance de l'écosystème, a connaissance, des institutions, des institutionnels et peut relayer, aller chercher, réorienter éventuellement, voilà, on n'est pas sur, une connaissance, totale. Patrick, vous aviez une question, vous pensez pouvoir, apporter une Non, réponse? je note dans le fil de Mmh. discussion qu'il y a une question également concernant les pratiques d'achat des financeurs. Oui. Euh, alors, si je comprends bien la question, mais peut-être la personne pourra intervenir si on lui donne la parole. Les financeurs de formation, donc dans le cadre des achats, ben, c'est la région, c'est nous, et donc les conditions relatives donc à l'accueil, à l'accompagnement des publics, bon voilà, elles sont clairement demandées dans les procédures d'achat. Donc, je ne sais pas si c'était le sens de la question, mais effectivement, ce sont des exigences qui sont demandées. Alors effectivement, je ne retrouve pas la question, mais voilà, c'était souvent le financeur, dans les exigences de ses cahiers des charges ne permet pas une telle souplesse, dans les adaptations.
Alors Clarisse Moreau nous dit: «C'était pas le sens de la question», si elle veut pouvoir, préciser sa question. Je pense que c'était par rapport à la souplesse, dans les adaptations. Peut-être qu'un certain nombre d'exigences, sont très strictes et ne permettent pas, d'être, suffisamment, souples. Alors on va voir si elle nous précise ça. Mais on a encore un gros morceau là, donc on va pas tarder à Oui, passer oui. à la partie suivante. Si vous voulez, je serai vigilante à prendre la précision de Clarisse Moreau sur cette question-là D'accord, et je vous la bien reposerai tout à volontiers. l'heure. Bien Voilà. volontiers. On enchaîne? Oui, On enchaîne. à partir, c'est à vous, je crois. Alors, oui, c'est à moi. Donc, le dispositif proposé par l'AGFIP Occitanie, informer, professionnaliser, accompagner. Donc, à nouveau, donc pour répondre donc à ces trois objectifs, bien la ressource handicap formation qui est synthétisée en trois volets. Hein. Donc, je les ai abordés très brièvement tout à l'heure, je les ai cités. Euh, donc, trois volets. Un premier volet, donc il va s'agir de développer une accessibilité généralisée de l'offre de formation des organismes de formation, ceci en cohérence avec les démarches qualité Calliope et Certif Région, ça a été dit. Le deuxième volet consiste à professionnaliser les référents nommés au sein des organismes de formation et prioritairement ceux des OFA, CFA, pour que les organismes engagés et pour les organismes engagés dans Certif Région, pardon, et un troisième volet qui porte cette fois-ci sur l'accompagnement des organismes de formation pour l'analyse des besoins individuels de compensation et qui consiste à aider à la mise en œuvre des solutions identifiées en lien avec les acteurs de l'écosystème. Alors, en suivant, voilà, donc ce qu'on a voulu vous montrer ici, c'est l'offre de services globale de la ressource handicap formation. Donc, on a voilà, voulu vous présenter sous forme d'alvéole et de sorte à pouvoir enfin, vous donner une vision globale sur un seul slide. Alors, on a décliné l'offre de service global avec trois niveaux de service. Donc, sous forme schématique, donc un niveau relatif, donc un niveau information, un niveau professionnalisation et un niveau accompagnement avec des actions qui sont proposées pour chaque niveau de service. Donc, au niveau du premier niveau de service, il s'agit d'informer c'est très important, les directeurs des centres de formation, donc organismes de formation, CFA, OFA, avec deux types d'actions qui sont ici proposées. Alors, il s'agit sur une première action d'aider à développer une politique handicap en cohérence avec les démarches qualité. Donc, ce sont des séquences de 1 à 2 heures qui permettent ici d'appréhender les obligations légales, de connaître l'offre de services de la ressource handicap formation et de comprendre les enjeux de la charte d'accessibilité que nous proposons en 2022. Donc, c'est une démarche nouvelle que nous proposons en 2022 et qui consiste donc à s'engager en faveur d'une accessibilité généralisée. La deuxième action que nous proposons, toujours sur le volet, sur le niveau information, c'est développer l'accessibilité de l'offre de formation. Donc, ce sont deux séquences de 2 heures. Et là, sur ces séquences-là, il s'agit de s'inscrire dans une co-construction de la démarche accessibilité pour les organismes de formation qui auront signé la charte d'accessibilité et qui se seront donc engagés dans cette démarche de progrès. Sur un deuxième niveau de service, donc là, c'est la professionnalisation. Donc Nathalie va le développer dans un instant. Donc il s'agit ici de proposer deux types d'actions principalement. Une formation socle qui consiste, enfin c'est la formation qui est proposée aux personnes qui sont nouvellement nommées référents handicap au sein des organismes de formation et c'est nécessaire justement dans le cadre de Certif Région. Et puis la deuxième action qui est proposée ici sont des ateliers de professionnalisation et Nathalie développera ce point dans un instant, je le disais. Ensuite, sur un troisième niveau de service, il s'agit d'accompagner, en fait, c'est-à-dire c'est l'accompagnement, donc on propose plusieurs types d'échanges. On va proposer donc aux référents handicap des focus handicap, d'une durée de 2 heures, où là, il va s'agir
connaître les déficiences et leurs incidences dans les apprentissages, comprendre ces déficiences et mettre en place des plans d'action qui soient individualisés. On propose également des animations thématiques où là, il va s'agir de finalement partager, capitaliser les bonnes pratiques entre pairs. Il y a 3 animations qui sont proposées, donc des animations autour des adaptations pédagogiques qui sont mises en place, une animation autour des aides mobilisables de la GFIP, et puis une autre animation relative aux outils d'évaluation de la GFIP. Et là, ça renvoie notamment donc à l'évaluation des besoins de l'apprenant lorsque nous sommes sollicités pour un financement. Donc nous, on propose effectivement on propose que vous puissiez évaluer les besoins de l'apprenant grâce à une grille d'évaluation qui est mise en ligne et disponible et accessible à tous les organismes de formation qui nous adressent des demandes. Et puis, ça concerne aussi un autre outil, donc c'est l'outil d'auto-évaluation du niveau d'accessibilité d'un organisme de formation. Et là, ça s'inscrit dans la démarche d'accessibilité généralisée lorsque l'organisme de formation a signé la charte accessibilité. Sur une troisième action, donc il s'agit, on propose également des appuis conseils compensation. Donc ça, c'est un point que Nathalie va développer. Et donc là, on est sur les situations individuelles. Et enfin, et depuis le mois de janvier, il y a un nouveau support de communication qui s'adresse à l'ensemble du réseau des référents handicap. Et auquel vous pouvez vous abonner également. Donc, on a prévu 10 publications sur l'année, donc pratiquement un par mois. Et donc, il s'agit de donner un point d'actualité sur les actions de la RHF, les enjeux, etc. Donc, aux référents, mais également aux directions. Puis, on voit toujours sur le schéma, donc sur la partie droite, avec les 2 flèches donc, qui convergent vers la charte. Donc, on propose donc aux organismes de formation et CFA qui le souhaitent de signer, de s'engager, de signer une charte d'engagement. Et il s'agit ici de permettre donc aux organismes de formation volontaires, donc de vous permettre de vous engager dans ce qu'on va appeler la démarche de progrès en faveur d'une accessibilité généralisée. Or, c'est sous la forme d'un parcours à étapes vers l'accessibilité. Et donc, c'est une démarche qui est basée, bien sûr, sur le volontariat, hein, donc, et qui passe par la signature, effectivement, de la charte. Puis, donc, je parlais d'un parcours à étapes. Donc, il s'agit aussi pour vous, et c'est une obligation, lorsqu'on s'engage dans cette démarche, de constituer un groupe projet accessibilité en interne, constitué à minima du référent handicap, du responsable pédagogique et d'un membre de la direction. Alors, pour les petits organismes, les tout petits organismes, ils sont moins concernés puisque les 3 fonctions peuvent être occupées par une seule personne. Mais les organismes, on propose donc cette démarche à tous les organismes, quelle que soit leur taille. Donc la constitution du groupe projet, ensuite l'auto-évaluation du niveau d'accessibilité. Donc comment vous faites ceci? Eh bien en allant renseigner une grille d'auto-évaluation que nous mettons en ligne et que nous mettons à votre disposition. Il convient ensuite de proposer un plan d'action triennal. Et dans ce plan d'action, à minima, on demande aux organismes de formation de proposer 2 actions par an. Et puis ensuite, il y a un temps qui sera réservé à l'évaluation annuelle des actions. Donc, vous voyez, donc un parcours un petit peu vers l'accessibilité, un parcours à étapes. Et nous, on est disponible pour échanger, envisager avec vous, à l'issue de cette réunion d'ailleurs, cette option, où vous proposez une date pour une information collective, puisque nous proposons régulièrement maintenant des informations collectives auxquelles vous pouvez vous inscrire et qui consistent justement à promouvoir la charte accessibilité. Et d'ailleurs, on pourra, et je le disais tout à l'heure, vous adresser un petit peu en avant-première cette charte pour que vous puissiez en prendre connaissance et peut-être nous contacter pour en savoir plus ou pour vous inscrire à une session d'information de la charte. Donc voilà ce que je voulais dire sur la présentation globale de l'offre de service avant de céder bien volontiers la parole à Nathalie Bail.
Superbe, on a déjà plein de questions, mais je pense que Nathalie va déjà en répondre à quelques-unes. Une question brève sur la charte. Cette charte est-elle gratuite ou demande-t-elle un engagement financier? Non, la charte est gratuite. Alors, c'est une drôle de question, mais non, non, la charte elle est basée sur le volontariat. On est dans une logique inclusive. Je le disais tout à l'heure, il y a le contexte réglementaire et législatif que nous, on souhaite accompagner. On parlait d'achat tout à l'heure, donc dans les procédures d'achat aussi, c'est un élément qui finira par Mhm. être prégnant, c'est-à-dire la démarche d'accessibilité et de quelle façon les organismes de formation s'engagent dans cette démarche-là. Mais non, il y a pas de prix, c'est gratuit et on bénéficie d'un accompagnement de la GFIP pour s'inscrire dans cette démarche. Ok, je C'est pense pas que... simplement, je précise quand même, parce que je sais qu'il y a du monde, il y a 191 participants, donc Oui. pour éviter aussi les demandes qui peuvent être un petit peu, je pense qu'il faut les cadrer. C'est vraiment, c'est pas une charte que vous signez et c'est pas une labellisation en fait de la GFIP, c'est une charte d'engagement pour faire, pour mettre en œuvre l'accessibilité de votre offre de formation. Donc, sur la base, à partir d'une auto-évaluation de votre accessibilité, en effet, donc il y a un outil fourni par la GFIP qui vous permet de vous auto-positionner sur différents indicateurs et vous devez définir un plan d'action qui est évalué annuellement, c'est-à-dire qu'à minima 2 actions à mettre en place chaque année et pour évaluer qu'est-ce que vous mettez en place concrètement. Donc, heureusement que vous ne la payez pas parce que c'est plutôt vous qui vous engagez à travailler dans ce cadre-là, en fait. Voilà. Donc, je le précise, Patrick, parce que Ben, vous voilà, faites, il ne faut pas que ce soit vu comme une charte consigne qu'on va pouvoir après charter ces documents de com ou autres. C'est pas non, non, complètement ça. oui, vous faites bien de le Oui, repréciser, Nathalie. Et c'est une démarche, bon, on parle de la GFIP, mais c'est une démarche qui est portée par l'ensemble des partenaires du SPE. Et donc, je l'ai cité tout à l'heure, donc la région, l'adresse, la GFIP, le FIP, Pôle emploi et la RML. Donc, on est dans une démarche quand même voilà, qui est pilotée, qui est largement partagée au niveau des enjeux de l'accessibilité. Mais superbe. Je pense qu'avec le kit, de tout à l'heure, si vous pouvez nous envoyer le lien pour, s'inscrire aux réunions, d'information, pour en savoir plus, ça pourra, répondre, aux interrogations. Alors, les réunions d'information aujourd'hui sont proposées via l'actu RHF, donc ce sont les référents qui sont destinataires. Euh, donc, si certains ne sont pas encore concernés, effectivement, on pourrait peut-être vous envoyer à vous, Virginie, le lien que vous puissiez faire suivre. Donc, pour la prochaine lettre, peut-être voilà, le lien pour que chacun puisse prendre connaissance de notre actu. OK, super. Ben, on parle de la lettre un peu plus tard, je crois, hein, c'est ça, Nathalie? Dans le déroulé. Donc on va peut-être, pouvoir, aller sur la suite. Effectivement, il nous reste une quinzaine de minutes. oui, c'est pour ça. Oui. C'est parti. Donc, on fait un petit zoom sur, comme le disait Patrick, là, sur. Alors, attendez, ça ne fonctionne pas, là. Voilà. On va faire un zoom sur le volet 2, en fait, là, sur la professionnalisation, avec la partie formation socle et atelier. Donc, sur la formation socle, qu'on appelle socle, donc, elle porte son nom, c'est devenir référent handicap. Donc, on vient d'être désigné au sein de son organisme de formation et désigné référent handicap, et on peut bénéficier d'une formation socle. Bon, cette formation, c'est une formation j'allais dire, généraliste, hein, dans l'idée qu'elle s'adresse à des publics qui n'ont jusque-là pas trop de connaissances, en effet, sur le champ, particulièrement de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc, on aborde bien sûr la question de handicap, les différentes catégories de handicap, les différents acteurs du champ du handicap. Mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment outiller les référents en interne pour qu'ils puissent conseiller au mieux les personnes en fait qu'elles accueillent, aussi bien sur des droits et l'accès à des dispositifs spécifiques, mais aussi pour bien réaliser leur mission de référent et accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap au sein de leur centre de formation. Donc cette formation socle, alors comme le disait Patrick, c'est une formation en effet qui est obligatoire dans le cadre de la labellisation Certif Région. Elle ne l'est pas dans le cadre des démarches Calliope en fait en tant qu'obligation de suivre cette formation. Elle est vivement conseillée en effet aussi pour les organismes qui développent des formations en apprentissage. Donc dans le cadre de la réforme de l'apprentissage, il y a des attentes fortes
sur les missions du référent. Et elle est plus particulièrement destinée aussi à des organismes pour lesquels les actions de formation, voilà, représentent une part non négligeable en fait, de l'activité globale de l'organisme. Donc avec un volume de stagiaires quand même accueillis qui reste quand même, j'allais dire, suffisant. Alors je sais, je l'ai vu dans le chat, qu'il peut y avoir aussi des personnes qui souhaitent s'inscrire dans cette formation et on pose des questions en fait sur l'activité de formation des organismes avant d'orienter vers cette formation, parce que c'est une formation qui quand même dure 2 journées entières consécutives, et donc avec un volume important d'informations qui est donné. Donc, c'est souvent à destination quand même des organismes de formation qui ont un volume de public suffisant, en fait. Quand on a, je sais pas, une cinquantaine de stagiaires sur une année, sur des formations courtes de 2 jours, là, on est plus sur des organismes qui vont accueillir sur des parcours de formation. Le contenu de cette formation est plus destiné à ces organismes-là, en fait. Alors après, c'est pas pour autant que... Bon, Virginie a parlé tout à l'heure, donc il y a l'animation, j'allais dire, pour ceux qui voudraient quand même bénéficier d'une information sensibilisation sur ces notions de handicap. Il y a l'animation qui a été réalisée, mise en place par le CARIF FOREF, donc le 22 mars, vous pouvez la voir en replay. Donc on vous incite à vous informer déjà en visionnant le replay. Et c'est en cours de réflexion aussi en ce moment à la GFIP pour pouvoir aussi proposer aux organismes de formation peut-être des séquences sur une demi-journée plutôt pour des plus petits organismes de formation. Voilà, donc je réponds un petit peu, je pense, à certaines questions qu'il y avait dans le chat. Bon, on en a souvent. Et voilà, pour les autres qui pourraient être concernés par ces formations, pour s'inscrire, il y a un mail qui est inscription rhf-occitanie@agfi.asso.fr, donc vous l'aurez dans votre document, et nous sommes 2 à animer ces formations. J'en anime certaines et ma collègue Céline Guelfi anime les autres en fait. Et il y a une interlocutrice au sein de l'AGFI qui est Valérie Bessonger. Voilà, il y a 2 sessions de formation par mois. Et vous voyez, c'est des sessions où il y a maxi 14 personnes qui sont inscrites. Donc, il est légitime de penser, sur les 8000 organismes de formation à peu près actifs que compte la région Occitanie, voilà, il faudrait vraiment avoir beaucoup de sessions de formation. Et puis, elles ne sont pas toujours opportunes, je pense, pour des plus petits organismes de formation. C'est pour ça, il y a les animations proposées par le CARIF, et il y a aussi complémentairement quelque chose qui est en cours de réflexion au niveau de la GFI pour proposer une séquence plus courte d'information sensibilisation en fait. Voilà. Donc vous serez informés de ça. Ensuite, j'allais dire la diapo ne passe pas, mais c'est moi qui dois appuyer sur le bouton. Donc ça, c'est la formation socle. Et comme deuxième type d'action pour professionnaliser, c'est des ateliers de professionnalisation. Donc là, on va plus loin en fait que la formation socle. Et bon, là l'idée, c'est d'enclencher les démarches à la fois pour pouvoir évaluer les besoins en compensation des personnes en situation de handicap, mais aussi développer l'accessibilité des formations. Donc c'est des ateliers, c'est des groupes de travail. Là aussi, à effectif réduit. On est sur des petits effectifs d'une quinzaine de personnes, c'est les référents qui sont conviés, soit les référents qui ont suivi la formation socle, devenir référents, ou alors des référents qui sont qui exercent leur mission déjà depuis plus de 6 mois, certes qui n'ont pas bénéficié de la formation. Donc là, j'invite ceux qui seraient intéressés pour aller vers ces ateliers, qui exercent leur mission sans être passés par la formation socle. Donc vous pouvez nous solliciter sur l'adresse compensation RHF Occitanie. Voilà, vous l'aurez, je ne dis pas jusqu'au bout. Et pour nous dire que vous êtes intéressé pour participer à ces ateliers, pour être convié, parce que là, c'est des invitations qu'on envoie aux référents, et on vous inscrira dans l'annuaire des référents handicap de la région Occitanie, et on vous conviera quand ces ateliers sont organisés. Donc là, donc ça, c'est à vous de voir en termes d'expérience. On n'est pas sur de la formation, on est vraiment là sur l'utilisation d'outils et sur des groupes de travail, en fait. Donc voilà pour les ateliers de professionnalisation. Si on revient sur le graphique, bon, Patrick a présenté le reste. Un zoom sur les appuis conseils compensation que vous pouvez également mobiliser. Donc c'est un service. Donc pourquoi ce service? Il est là pour plusieurs types de publics. Et je pense qu'il y a aussi
dans le public là aujourd'hui, aussi bien des conseillers mission locale, j'ai vu aussi des conseillers Cap Emploi, des conseillers Pôle Emploi, il me semble que j'avais vu dans les personnes qui s'étaient inscrites en tout cas. Donc c'est un service qui est proposé aussi pour les prescripteurs de formation. Et là, l'idée, c'est de pouvoir anticiper les besoins en compensation en amont de l'entrée en formation pour les personnes en situation de handicap. Donc les prescripteurs de formation, ben, les conseillers Pôle Emploi aux missions locales, ou bien sûr des conseillers Cap Emploi aussi, si les situations le nécessitent. Mais c'est aussi un service qui peut être mobilisé par les centres de formation à la fois pour répondre à leurs obligations d'accessibilité, mais aussi pour aménager les parcours pour les personnes sur des situations individuelles. Donc les référents handicap des CFA et OF peuvent solliciter ce service RHF dans le cadre de situations individuelles qu'ils rencontrent en fait. Bon, la finalité ultime, c'est quand même d'accompagner justement les personnes en situation de handicap pour éviter en effet qu'il y ait des ruptures pendant le parcours de formation. Donc c'est le public ultime, ça reste quand même bien évidemment les personnes en situation de handicap. Alors, qui peut solliciter le service? Donc je l'ai dit, les prescripteurs de formation, les CFA ou les OF, les personnes en situation de handicap elles-mêmes peuvent solliciter le service. Il y a un impératif, donc qui vaut particulièrement pour tout le monde d'ailleurs. C'est un service, c'est pas une prestation. Ça veut dire que les personnes qui sollicitent le service RHF restent acteurs pour co-construire ensemble les solutions de compensation pour la personne qui est concernée. Donc c'est vraiment pas une prestation. Alors, le public bénéficiaire, ben, c'est pour toute personne qu'elle soit demandeur d'emploi, salarié ou alternant, à partir du moment où elle est en formation professionnelle et que les personnes ont une reconnaissance administrative. Donc, le prérequis, c'est qu'il faut que le projet de formation soit validé. Ça vaut plus particulièrement pour les prescripteurs de formation quand ils sollicitent le service. Le service n'intervient pas pour la définition du projet de formation. Alors, ce service, c'est quoi concrètement? Donc, il y a 3 formes possibles. On peut solliciter le service pour avoir un conseil, une information, un relais, donc pour des situations individuelles. Vous ne savez pas bien comment faire pour mettre en place des adaptations, vous ne savez pas quels acteurs pouvoir solliciter ou autres. Ça, ce service, vous pouvez le solliciter. Et j'allais dire tout un chacun, en fait, prescripteur, organisme de formation, voilà. Ne restez pas sur une situation où vous ne savez pas y répondre. Vous pouvez mobiliser ce service pour un conseil info relais. Ou alors, ça peut être aussi pour obtenir un conseil sur une situation individuelle, toujours, hein, toujours situation individuelle par contre, hein, et pour avoir des conseils pour évaluer les besoins en compensation, définir un plan de compensation pour une personne et être accompagné aussi pour la mise en œuvre du plan de compensation. Et ça peut aller plus loin, ça peut être aussi des appuis, parce qu'il peut y avoir des situations un petit peu plus complexes. Donc, on peut organiser des temps d'échange collectifs avec les différents acteurs du parcours de formation pour définir et co-construire tous ensemble les solutions de compensation pour la personne concernée, en fait. Voilà, donc voyez ce service comme un appui aux situations individuelles que vous rencontrez. Vous pouvez solliciter ce service et là, vous avez un mail donc compensation rhf-occitanie@agfi.asso.fr. Dans le corps du mail, c'est bien de préciser qui vous êtes, pour qui la situation est sollicitée, là, le bénéficiaire, quel type de formation. Voilà, donner des informations un peu sur le contexte, présenter un peu la situation et donner vos coordonnées. Et en principe, on vous sollicite pour échanger avec vous sur cette situation. Et on voit s'il faut vous informer, relayer ou être davantage sur des situations d'appui. Voilà, donc ça, c'est à votre main sur l'ensemble de la région Occitanie. Superbe. Je pense que c'était la Voilà. partie J'ai essayé d'aller un peu vite parce que je la vois plus que le temps pratique et qui est… répond à plein de questions en fait. Comment faire, comment, trouver l'information et cetera et cetera. Beh, vous avez ce mail, hein, cette adresse mail Oui, tout à fait. compensation@rhf-occitanie.info.fr. Vous retrouvez tout ça Attention, hein, sur la page à bien référent handicap, hein. solliciter sur des situations individuelles que vous rencontrez, en fait. Hein. Donc, c'est important, voilà, vous vous questionnez parce que vous ne savez pas bien faire pour mettre en place des adaptations. Voilà, vous pouvez solliciter le service. OK, Pardon, alors on a vas-y. 2 questions, importantes. Heu, 1re, si on revient sur la lettre d'info dont on avait parlé, lettre d'info Actu RHF, si on veut s'inscrire en fait, et qu'on n'a pas encore fait la formation, sur quelle adresse mail on peut peut-être demander cela? Alors, tout de suite, je dis pas l'adresse compensation RHF Voilà. Occitanie, mais bon, je pense que Patrick, là, peut-être pourra donner une adresse parce que je pense qu'il n'y en a pas pour le moment de dédié, Patrick, en fait, sur l'actu. Alors vous avez le micro fermé, Patrick.
Ouais, pardon, excusez-moi. Non, pour s'inscrire à l'actu RHF aujourd'hui, donc ça vient de sortir, on en est qu'au troisième numéro. Je vous disais tout à l'heure, donc il s'adresse à certains de nos partenaires et aux référents handicap qui existent et qui sont désignés et actifs. Donc si effectivement il y a des organismes de formation qui n'ont pas encore de référent, qui souhaitent être destinataires de l'actu RHF, pas de problème. Mais donc, faudrait que peut-être les demandes passent par vous, Virginie, que vous nous les fassiez suivre, peut-être. Ou alors l'adresse de la GFIP Occitanie, RHF-Occitanie, et avec Oui, l'intitulé. oui, oui, Je non, vais tout pas à fait, tout à pouvoir, fait. je vais pas Très Non, non, oui, générique. tout à pouvoir fait. gérer Non, non, ces demandes-là. tout à fait. Non, non, mais je pensais, je me disais que peut-être à l'issue de la présentation, mais effectivement, oui, ça peut passer par l'adresse générique que vous venez de citer, Oui. bien sûr. Vous avez donc dans les différentes informations sur la page référent handicap, vous avez cette adresse mail que je vous remets dans le chat. Alors si j'y arrive, voilà, rhf-occitanie @hfi.info.asso.fr, pardon. Là, l'important et ce que vient de dire Nathalie, c'est toujours de bien expliquer en fait, hein, quelle est votre demande, qui êtes-vous? Voilà, que la demande puisse être répondue de suite ou réorientée, hein. C'est vraiment, très important de Oui, qualifier, votre demande, pour qu'elle puisse être traitée, réorientée ou quoi que ce soit. D'accord? oui. Et dans les 2 adresses mail, moi de ce que je comprends, hein, il y a une adresse mail RHF en entrée, inscription à la formation, inscription RHF, et une adresse mail, on va dire à la sortie sur des cas individuels, des besoins vraiment sur une situation spécifique, Tout compensation. à Voilà. fait. Il y a 2 entrées et puis après pour les questions plus, techniques en dehors des cas individuels ou de la formation, eh bien écoutez, la GFIP, Occitanie, pourra être sollicitée. Donc l'autre question, ça va être rapide. Quel est le coût pour les OFA CFA, les OF et CFA pour financer ces formations et ateliers pour les référents handicap? Alors, il y a pas de coût, en fait, hein, pour La les réponse est rapide. organismes. Il y a un coût juste pour la GFIP, parce que nous qui les animons, ben, nous sommes financés par la GFIP pour le faire. Donc, il n'y a pas de coût particulier pour les organismes de formation. Les frais pédagogiques sont pris en charge par la GFIP Occitanie. Mmh, Et comme en ce moment, ils sont en plus organisés en distanciel, parce que sinon, il y aurait les frais de déplacement, en fait, là qui incombent par contre aux organismes. Mais pour le moment, ils sont organisés en distanciel, donc il n'y a pas de coût particulier. superbe. Alors, Tout à fait. on avait quelques autres petites questions sur, des choses précises comme les aides mobilisables et cetera, mais on a vu que pour les cas particuliers, dans tous les cas, pour la compensation, vous avez un contact direct. Vous n'avez pas en fait à savoir, toutes les aides précisément, hein. Vous n'êtes pas expert de toutes ces aides. Vous pouvez solliciter, au cas par cas, situation par situation, la RHF. Je voudrais vous faire remonter, avant de finir, parce qu'on a déjà beaucoup de merci pour ce partage, merci beaucoup et cetera. On a beaucoup de monde qui s'en va. Clarisse Moreau tout à l'heure, hein, sur, le cas des financeurs avec des exigences de cahier des charges, qui nous a fait part d'un exemple concret, hein, que vous Mmh. demandiez, Patrick. Donc cet exemple, en fait, il s'agit d'un exemple concret d'une stagiaire en situation de handicap non reconnue, après des années isolées chez elle en famille, qui aurait eu besoin d'étaler son parcours de formation sur plusieurs sessions, avec renforcement du temps de formation en entreprise. Or, les dates de bon de commande pour étaler son parcours ont rendu très très difficile l'argumentation auprès du financeur pour adapter ce rythme de formation. Donc, ça a fini par être validé comme un cas exceptionnel, hein. Mais c'est vrai que, d'après elle, ce type d'aménagement devrait pouvoir être prévu dans les dispositifs de formation des formateurs, enfin des financeurs, pardon, des formations de, des dispositifs de formation des financeurs et non reposer uniquement sur une démarche pugnace d'argumentation auprès du financeur. Voilà pour l'exemple concret. Alors, la pugnacité de l'explication, je ne sais pas à quoi elle peut être due là dans ce cas précis, mais nous, lorsqu'on reçoit une demande par rapport à une adaptation, donc on va avoir un regard bienveillant, c'est-à-dire effectivement, on a une personne qui est en situation de handicap, dont le handicap est reconnu administrativement, donc on va effectivement travailler avec l'organisme de formation sur un cas individuel pour trouver la solution. Oui. Mais normalement, ça doit être fluide. Je pense que là, l'idée, le propos est de faire remonter l'information pour savoir à combien en amont, dans le cahier des charges, cela peut être, déjà, présenté, envisagé et cetera. Superbe. Bah, écoutez, on a beaucoup de merci,
On va clôturer, hein, on a quelques minutes de retard. On va aller sur la slide où vous pourrez retrouver aussi beaucoup de ressources. Donc ce contenu, ce PDF, vous allez le recevoir par mail, rapidement. Tous les textes soulignés sont des liens cliquables, pour vous rendre accessibles et utiles, les ressources. Là, vous avez les ressources du Carrefour F Occitanie. N'oubliez pas, la plupart d'entre vous le connaissent, la veille emploi formation. Avec une veille hebdomadaire, vous recevez une fois par semaine, un document synthétique ou des flux et notamment le flux public en situation de handicap, d'accord? Qui aurait pu, par exemple, vous relayer la publication, de tableau de bord du PRIT. Juste en dessous, je vous fais un rappel sur les publications du pôle observatoire. Donc vous avez possibilité de vous abonner à ces actualités. Vous avez une dernière publication là, fin mars, sur l'emploi des travailleurs handicapés en Occitanie et le lien, sur, toutes les études, à la rubrique, observatoire, handicap. Donc vous avez de la ressource disponible, à vous de voir, ce qui vous intéresse le plus pour vous abonner. Voilà, il n'y aura pas dans cette veille le relais de la lettre d'info, hein, de la GFIP à destination des référents handicap, hein. Ça, c'est vraiment propre, à la GFIP. Donc, vous avez, l'adresse mail pour, éventuellement demander, hein. C'est vraiment à vous de voir sur votre rythme, de travail sur ce sujet-là. Alors peut-être dernière slide pour clôturer. Je vous laisse, quelques secondes, chacun de vous 2, Patrick et Nathalie, pour clôturer, puis on va remercier tout le monde et fermer la session. Écoutez, non, simplement un grand merci donc pour voilà d'avoir pu d'avoir répondu déjà si nombreux donc cet après-midi pour sur ce sujet qui est un sujet à fort enjeu et bien sûr nous restons à votre disposition, Nathalie, moi-même, aussi Valérie Bésanger, donc pour toute question que vous pourriez avoir, notamment concernant la charte, concernant le kit accessibilité, et n'hésitez pas à utiliser l'adresse générique de la GFIP pour éventuellement demander une destinataire de l'actu RHF. Merci beaucoup. Nathalie? Parfait. Ben, écoutez, merci également. Merci à tout le monde. Et on se tient. Mais moi, je continue à me tenir à votre disposition si besoin. Voilà, pour toute situation que vous pouvez rencontrer. Je trouve que c'est important, ce dispositif qui est mis en place par la GFIP. Il est très complémentaire. Alors, vous voyez la formation, mais voyez aussi ces appuis conseils qui peuvent être conseils compensation, qui sur des situations individuelles peuvent vous aider des fois à trouver les leviers, en fait, pour vous-même être accompagné. Parce que comme l'a dit Virginie, et elle a raison, votre métier, ça reste la formation, c'est pas le handicap. Et il faut que vous trouviez les bons leviers pour vous appuyer aussi sur des personnes qui vont pouvoir vous aider par rapport aux personnes que vous accueillez. Voilà, merci Tout à beaucoup. fait. Alors, C'est un sujet passionnant. je Oui. voudrais juste rajouter, excusez-moi, donc au niveau des interlocuteurs AGFIP, donc Valérie Bésanger, Patrick Borde et Valérie Delbraille. Voilà, Très bien, au niveau superbe. de la mise en œuvre de l'accessibilité. Voilà, sollicité par, l'adresse mail générique et bien mettre dans l'intitulé, votre attente et puis, votre numéro sirène, sirette, voilà, pour vous retrouver, hein, tout simplement et traiter votre demande, plus facilement. C'est un sujet passionnant, hein, le handicap, enfin, en tout cas, personnellement, à chaque fois, c'est quelque chose, qui sollicite beaucoup, beaucoup de questions, de cas particuliers. Alors on n'a pas pu répondre à toutes les questions spécifiques, hein, dans le chat, mais l'idée, c'est qu'on est aussi dans un process d'amélioration continue, donc c'est aussi petit à petit qu'on se rend compte de toutes les possibilités et de quand les solliciter et de pourquoi et de jusqu'où et de avec qui. Donc on va continuer, tout ça. Vous avez le replay aussi Handicap et Calliope de février. Vous avez la veille et la lettre d'actu pour avoir des données entrantes, pour continuer la dynamique, hein, d'amélioration continue. Merci beaucoup pour votre forte participation aujourd'hui et on se retrouve bientôt avec plaisir. Merci Nathalie, Merci. merci Patrick. Merci Merci. Virginie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.